Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Antoine Dubiot. Antoine Dubiot est chercheur en écologie politique. Dans son essai Écofascisme, il analyse l'appropriation par l'extrême droite des questions écologiques. Le terme écofascisme est souvent utilisé de façon floue ou caricaturale pour critiquer des formes autoritaires ou réactionnaires d'écologie ou pour désigner une tendance liberticide des écologistes. Ces usages ne permettent pas de comprendre comment les organisations et les pensées fascistes se saisissent concrètement de l'enjeu écologique. Le livre met en évidence deux processus complémentaires qui convergent vers l'écofascisme, la fascisation de l'écologie et l'écologisation du fascisme. Si l'extrême droite semble à première vue hostile à l'écologie et défend un mode de vie fondé sur les énergies fossiles, il existe un risque écofasciste bien réel, fondé sur un ancrage idéologique et des convictions solides, au premier rang desquelles l'idée d'enracinement et un ordre social patriarcal et raciste présenté comme naturel. À l'opposé du spectre, il faut aussi remettre en question l'idée que l'écologie serait naturellement de gauche et étudier les idées qui nourrissent potentiellement un imaginaire réactionnaire au sein des courants écologistes lorsqu'elles sont mal définies, telles que la décroissance, l'effondrement ou l'idée que nous serions trop nombreux sur Terre. Antoine Dubiot alerte donc sur le risque d'émergence d'une extrême droite qui intégrerait l'écologie à son projet politique et invite dans le même temps à mieux définir le discours écologique afin de le mettre au service d'un projet émancipateur et démocratique pour tous et toutes. Bonjour Antoine. Bonjour. Ton livre Écofascisme est paru il y a quelques mois maintenant. Je voulais d'abord savoir comment tu as commencé à travailler sur ce sujet de l'écologie d'extrême droite. Alors, j'ai fait une partie de mes études sur l'étude des mouvements écologistes, notamment l'étude historique et de sciences politiques. Et je travaille sur un autre courant qui s'appelle le biorégionalisme. Et il se trouve que je travaille sur les importations françaises du concept de biorégionalisme, qui est un concept essentiellement américain. Et il se trouve que je suis tombé par là sur une revue qui s'appelle la revue Éléments, tenue notamment par quelqu'un qui s'appelle Alain de Benoît. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait tout un courant écologiste d'extrême droite très implanté en France et assez développé. Voilà, donc ça c'est, je dirais, la facette, la découverte. Ouais. Et puis ensuite, je me suis beaucoup documenté sur ce sujet-là. J'en parlais beaucoup sur les réseaux sociaux où je suis assez actif, mais de façon assez éparse. Et puis on m'a proposé d'en faire d'abord un thread sur Twitter, et puis ensuite un article un peu de synthèse de ces réflexions un peu éparses. C'est sur cette base qu'un éditeur m'a contacté pour proposer d'en faire un livre. Voilà, donc Grévis, qui est un petit éditeur militant associatif qui est basé à Caen et qui est super intéressant. Moi, j'aimais beaucoup leur publication et du coup, j'ai évidemment accepté parce que c'était une super opportunité. Et une opportunité du coup de faire parler de ce sujet. C'est un sujet dont on avait déjà un petit peu parlé dans Présage avec Pierre Madelin, mais là on va avoir l'occasion d'en parler plus longuement. Et puis je pense aussi que vous n'avez pas exactement la même approche. Est-ce que déjà en préambule, avant de parler vraiment de qu'est-ce que l'écofascisme, tu peux déjà nous donner une définition du fascisme tout court? Oui, c'est très compliqué. Évidemment, le fascisme, on entend un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est très discuté sur le plan historiographique. Il y a plein de chercheurs et de chercheuses qui travaillent ce sujet. Moi, je dirais qu'il y a deux grandes manières de le voir. Il y a la manière de le considérer comme un phénomène historique. Et donc, à ce moment-là, on se réduit aux expériences passées qu'on peut qualifier sans ambiguïté de fascisme, que sont l'Italie fasciste ou l'Allemagne nazie. Et puis, une autre grande manière qui est plutôt comme une idéologie ou comme une famille d'idéologies et dont les incarnations concrètes varient selon les pays, selon les moments historiques, etc. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'identifier un peu une substance commune du fascisme et de voir qu'il peut apparaître sous différentes formes à différents endroits.
Voilà, moi je suis plutôt dans la deuxième branche parce que je pense que si jamais on se dit que le fascisme c'est uniquement dans le passé, on laisse la porte ouverte à de nouvelles apparitions de formes fascistes dans la société actuelle, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Donc je me rapproche beaucoup des travaux d'un sociologue qui s'appelle Ugo Paletta, qui a écrit un livre qui s'appelle La possibilité du fascisme. Et dans ce livre et ailleurs, il défend une conception du fascisme basée sur 3 dimensions. Le fascisme comme idéologie, le fascisme comme mouvement et le fascisme comme régime. Le fascisme comme idéologie, en gros, l'idée c'est le fait de régénérer la nation. C'est souvent comme ça que les fascistes conçoivent leur projet politique. Régénérer la nation, globalement, ça veut dire qu'il faut abolir le conflit entre les différentes classes sociales, unifier, les unifier ensemble, les rassembler, et notamment en excluant du corps national les personnes étrangères. Donc ça, c'est ceux une caractéristique qui causent la dégénérescence. Voilà, la dégénérescence, elle est liée à des membres étrangers au corps national. Et donc l'idée, c'est il y a un côté très organique à régénérer. Donc ça, c'est plutôt l'idéologie fasciste. Il y a aussi plein d'autres caractéristiques, hein, c'est compliqué de tout résumer. Ensuite, il y a plutôt le mouvement fasciste. Alors, le mouvement, je me rapproche beaucoup des définitions marxistes du fascisme, qui interprètent le fascisme comme une réponse bourgeoise, capitaliste à la crise économique et la crise de façon plus générale. C'est-à-dire ce moment où des grands patrons, etc., soutiennent des forces politiques fascistes qui, elles, baignent dans l'idéologie fasciste. Donc ça, c'est les 2 formes qu'on peut retrouver beaucoup à l'échelle, actuellement. Ouais. Et ensuite, le régime fasciste, c'est le moment où le mouvement fasciste, les fascistes soutenus par la bourgeoisie arrivent à prendre le pouvoir et à instaurer un régime. Alors là, il y a plein de caractéristiques qu'on peut lister, de type parti unique, culte du chef. Voilà, il y a tellement de caractéristiques, il y en a beaucoup d'autres à citer. Et donc pour moi, il faut toujours essayer d'analyser un peu ces 3 dimensions qui apparaissent pas toujours de manière aussi évidente, et puis surtout de regarder un peu leurs interactions, parce que en fait, il y a des fois, les conditions historiques du mouvement fasciste vont faire que l'idéologie va être un peu infléchie dans un sens ou dans un autre. Et on va y revenir, mais en tout cas, est-ce que le fascisme soutient un type d'organisation sociale particulier ? Oui, globalement, une organisation très hiérarchique de la société. Et après, il y a différents modes de justification de cette hiérarchie, mais souvent, il y a une référence à la nature. Mais il n'y a pas que les fascistes qui font ça, c'est quelque chose de plus général. Même en 1789, quand il y a eu la Révolution française, il y avait ce côté l'égalité en droit de tous les humains est naturelle. Donc ça, c'est une autre version de l'appel à la nature d'un point de vue politique. Ce qui est important, à mon avis, de voir, c'est que la conception de la nature qu'il y a derrière le fascisme et qui justifie des hiérarchies sociales, c'est justement une conception très rigide et hiérarchique de la nature comme un ordre. Pour en venir à l'écofascisme, il n'existe pas aujourd'hui de vrais mouvements d'ampleur écofasciste. Pourtant, on voit qu'il y a des appropriations de la question écologique par des idéologies d'extrême droite, et on voit quand même qu'il y a eu déjà quelques attentats qui se sont revendiqués écofascistes, pas en France, mais aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande notamment. Et on peut craindre que le contexte de l'accélération des impacts de la crise écologique donne de l'ampleur à ces mouvements-là. Donc j'imagine que c'était aussi un peu pour ça que tu t'es intéressé au sujet. Oui, en fait, c'est un peu compliqué de se dire que la crise écologique va faire émerger l'écofascisme en soi. Enfin, est-ce que c'est parce que transformer voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que le fait que la crise devienne de plus en plus grave ne peut que pousser l'écologie en fait dans tout le spectre politique, mais de manière bien différente. Je pense que pour ce qui peut jouer du côté de l'extrême droite, c'est que en gros les impacts climatiques vont toucher des blancs, que du coup c'est peut-être quelque chose qui va les faire bouger sur la question écologique. Mais après c'est un peu difficile de prévoir comment, parce qu'on voit qu'il y a aussi une radicalisation climato-sceptique d'un autre côté. Donc c'est un peu compliqué de prévoir les choses. C'est intéressant par contre de voir comment des idéologues ont déjà contribué
donner quelques lignes directrices sur ce que pourrait être un écofascisme. Donc il y a pas mal de définitions de l'écofascisme qui sont possibles. Laquelle, toi, tu t'as décidé de retenir dans le livre ? Moi, j'en retiens aucune de celles qui existent, on va dire. Pour moi, peut-être on peut passer en revue ce qui existe. Pour moi, il y en a deux grandes. La première, c'est l'écofascisme pour caractériser l'ensemble des écologistes. Parce que, par exemple, ils voudraient interdire les vols intranationaux quand il y a une alternative en train. C'est le côté Khmer vert. Voilà, c'est un peu l'équivalent du Khmer vert, mais sans le côté raciste. Mais c'est à peu près la même chose. Ça vient globalement d'éditorialistes sur BFM, sur CNews. Bon, pas que. Je pense que la personne qui a beaucoup contribué à diffuser cette conception de l'écofascisme, c'est Luc Ferry, à partir de son livre de 1992, Le Nouvel Ordre écologique. À la limite, ça, il n'y a pas trop besoin, je pense, s'attarder là-dessus. C'est assez facile de démontrer que c'est complètement faux. Il y a un autre usage dont, personnellement, je suis plus proche, qui est celui qui permet de catégoriser toutes les formes d'écologie politique qui sont réactionnaires et ou autoritaires. Donc réactionnaire, on peut dire qu'elle soit misogyne, raciste, etc. Et puis autoritaire, tout ce qui est appel à la dictature verte, etc. Ça, d'un point de vue militant, ça me pose pas trop de problème, avoir une pancarte en manif avec écrit écofasciste pour caractériser un ministre ou des gens comme ça me pose pas trop de problème. Là où ça devient un peu embêtant, c'est à partir du moment où ça masque des choses qui se passent dans les marges à la fois du mouvement écologiste et dans les marges de l'extrême droite. Donc en termes d'analyse, ces conceptions de l'écofascisme, à mon avis, elles n'étaient pas très intéressantes. Et donc moi, l'idée dans le livre, c'est de donner une définition restrictive de l'écofascisme en faisant vraiment le lien avec ce qu'on appelle fascisme dans la théorie politique contemporaine, qui est un phénomène typiquement d'extrême droite, mais particulier. C'est pas toute l'extrême droite, c'est quelque chose d'un peu plus précis avec la définition qu'on donnait tout à l'heure. Et donc de faire le lien et de voir comment l'enjeu écologique est inséré et est approprié par les idéologues du fascisme. Le livre, il est articulé donc autour de deux parties principales, on va dire en tout cas deux thématiques qui sont un double mouvement qui converge vers l'écofascisme. Et donc ce double mouvement, c'est le processus de fascisation de l'écologie et d'écologisation du fascisme. Comment t'en es arrivé à... Parce que c'est intéressant quand même, je trouve qu'une fois qu'on a compris cette grille de lecture, ça permet d'analyser pas mal de choses, même au quotidien. Comment t'en es arrivé à mettre en place cette analyse et qu'est-ce que ça permet, selon toi ? Alors j'ai commencé par réfléchir sur l'écologisation du fascisme, parce que comme je m'intéressais vraiment à l'écologie d'extrême droite, là c'est assez facile de regarder comment les idéologues s'approprient la question écologique. De façon sincère ou pas. Mais ou pas, en fait, à la limite on ne sait pas ça. Oui, c'est pas ça qui est important. Tout ce qu'on voit, c'est qu'ils se la sont appropriés, qu'ils produisent des textes, et il y en a, ça fait même un moment. Ça c'est le processus d'écologisation du fascisme. Processus de fascisation de l'écologie, il construit un peu en miroir, c'est aussi un peu une facilité d'écriture, mais il y a quand même quelque chose, il y a un côté intéressant, c'est que ça permet d'agréger un certain nombre d'ambiguïtés qui existent dans le discours écologique et que je suis pas du tout le premier à relever, sur des questions comme la décroissance ou les théories de l'effondrement, par exemple. Ça fait un moment qu'en fait il y a des débats au sein de la gauche écologiste sur les implications politiques de ces concepts, la vision du monde qu'ils portent, etc. Je pense que le terme de fascisation était assez approprié au sens où ce sont des conditions favorables au basculement de certaines personnes vers une conception fasciste de l'écologie. On va commencer par justement parler de cette première, ce premier versant qui est la fascisation de l'écologie. Analyser ça permet de clarifier certaines ambiguïtés, certains flous qui sont autour donc des notions, comme tu viens de le dire, de la décroissance, de l'effondrement, etc. Et ce flou peut alimenter ce terreau écofasciste, on va dire. Parmi les grands arguments, les grandes idées reçues qu'il y a un premier point qui est assez gros, qui est le populationnisme écologique, comme tu dis, où en fait c'est un autre nom pour dire le néo-malthusianisme. Et c'est l'idée que
c'est à cause, en grande partie, de la surpopulation que on arrive à un moment de bascule, ou en tout cas qu'on risque d'atteindre des limites planétaires. Il y a l'idée de capacité de charge de la planète, tout ça. Est-ce que cet argument est complètement faux et en quoi cet argument peut verser dans des visions racistes? Moi, je suis pas capable de dire directement moi-même si c'est complètement faux ou pas, au sens où j'ai pas travaillé spécifiquement sur ce sujet. L'idée, moi, dans le livre, c'était plutôt de montrer l'omniprésence de l'argument de la surpopulation, et je renvoie plutôt à d'autres travaux. Par exemple, il y a un livre qui est sorti, ça fait un petit moment, c'était en 2014, qui s'appelait Une planète trop peuplée, avec un point d'interrogation, de Ian Angus et Simone Butler, qui montre bien, en fait, la dimension raciste de cet argument, qui vise à limiter la population, surtout dans les pays du Sud, qui sont pourtant les moins contributeurs au désastre écologique, etc. Là, il y a un livre qui vient de sortir aussi. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Emmanuel Pont, exactement. C'est un super livre d'ailleurs aussi, qui aborde la question vraiment sous l'angle aussi occidental de faut-il poursuivre la trajectoire démographique que l'on connaît, etc. Donc je pense que ces travaux-là sont vraiment intéressants ils reprennent vraiment les chiffres, ils reprennent les courbes d'évolution, et ils discutent vraiment la part de la démographie dans la contribution au désastre écologique sous toutes ses formes. Moi, ce que j'ai cherché à montrer avec le terme de populationnisme écologique, et à mon avis, c'est là qu'il est un tout petit peu différent de néo-malthusianisme, c'est que c'est vraiment montrer son omniprésence dans le champ médiatique, dans le fait que quand on invite n'importe qui sur un plateau télé, en fait, la première question qu'on lui pose, c'est est-ce qu'on serait pas trop nombreux sur Terre? On la pose sous plein de formes différentes. Et ça contribue à faire de la démographie la porte d'entrée, à mon avis, privilégiée dans la question écologique. Moi, je pense qu'on demande à n'importe qui dans la rue c'est quoi le plus gros problème écologique. Très souvent, va sortir, on est trop nombreux. Ouais. Parce que c'est pas uniquement écologique, en fait, c'est quelque chose que les gens pensent aussi de manière plus globale. Donc voilà, je pense que c'est hyper présent. Même là, il y avait sur France Inter une émission la semaine dernière sur exactement ce sujet-là, quoi. Est-ce qu'on est trop nombreux? Et même si dans l'émission il disait que oui, c'était pas forcément un argument qui était justifié par les démographes, etc. Mais n'empêche que traiter toujours ce sujet en boucle, ça imprime un message quand même. En fait, même si tu amènes d'autres arguments, il reste là. Et c'est pour ça que je dis que je crois que dans le livre, je parle de permanence de l'argument populationniste. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est on peut parler de capitalisme, on peut parler de rapport à la nature, toutes les approches écologiques qu'on peut imaginer. Il y aura toujours ce truc d'un ouais, mais quand même la surpopulation. En fait, c'est impossible une fois qu'on est entré dans ce registre d'en sortir. Enfin, c'est impossible. Je pense que c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent très accrochés à cet angle de lecture. Évidemment que c'est un paramètre important. Le fait si on était moins, on pourrait avoir un mode de vie beaucoup plus, consommateur de ressources, etc. Mais je pense que ça, c'est prendre le problème à l'envers. En fait, le problème à l'enver, au sens où il faut pas réduire la population. Maintenant, on est un nombre important et voilà, on compose à partir de ce nombre-là. Et puis surtout, moi, je pense que c'est aussi prendre le problème à l'envers, au sens où en fait, ça donne aucune vision de l'avenir, etc. Sur comment on va changer notre économie. Voilà, on ressente sur un facteur parmi d'autres, et je pense que c'est un facteur important, mais tel qu'il est traité aujourd'hui, en fait, c'est absolument inentendable. Moi, je pense qu'on peut laisser de côté la question démographique pour l'instant, tant qu'on est dans une société fondamentalement raciste, misogyne, etc. Ça, à l'échelle occidentale. Et puis, si on prend sur le plan plus international, qu'on a un ordre du monde avec des puissances impérialistes qui dominent un certain nombre d'autres pays, qui exploitent leurs ressources, leur population, etc. Je pense qu'on peut laisser de côté l'argument démographique et puis peut-être qu'on en reparle une fois que tout ça n'existe plus. Bon, c'est pas demain la veille, mais oui, parce que de toute façon, quand on entend qu'on est trop nombreux, on est toujours trop nombreux ailleurs, quoi, pas forcément ici. Ouais, c'est toujours ça. Alors, de temps en temps, des fois, on entend aussi on est trop nombreux ici. Par exemple, tous les discours de type je vais plus faire d'enfants, ça c'est plutôt du ici. Mais le raisonnement, en fait, la surpopulation, il y a quand même une panique identitaire importante. Quand le thème s'est aussi imposé dans les années 70, bon, il y a eu d'autres vagues avant, mais dans les années 70, il y avait beaucoup ce truc de subversion migratoire. L'Afrique, l'Afrique, les vagues de migrants qui vont arriver. Voilà, donc structurellement, l'argument sur la surpopulation est raciste dans sa construction.
Ça, c'était le premier gros argument. Ensuite, il y a toute cette question des imaginaires qui vont avec l'effondrement. Je crois que, comme moi, tu étais un collapsologue au début. Qu'est-ce qui pose problème avec ces idées-là? Je pense que les théories... Comment t'en es sorti aussi, pardon. Comment je suis sorti Comme moi, je pense. Ça va être compliqué. D'abord, sur les théories de l'effondrement, je pense que déjà, il en existe une infinité parmi les écologistes. C'est pas forcément unifié en plus. Ouais, et je pense que c'était finalement assez absent en France. Enfin, assez absent. C'était moins présent que dans d'autres pays. Et donc, quand est arrivée la collapsologie en 2015, eh bien, ça a pris de l'ampleur justement parce qu'il y a peut-être un manque. Et c'est des théories qui mobilisent des affects assez importants. Ben, c'est peut-être comme ça que la collapsologie a pu se faire une place assez grande, forte, ouais. Et puis rapidement surtout. Rapidement, et puis c'est des arguments qui ont un peu réponse à tout, quoi. C'est tout est un peu lié à... Voilà. Enfin, on peut tout ramener à l'effondrement, en fait. Le système économique, le système financier, bancaire, machin, les bulles immobilières, le climat... À mon avis, il manque quand même un truc. C'est tout ce qui est exploitation des travailleurs, etc. Parce que on parle de capitalisme. Je dis pas du tout que Pablo Servigne et ses compères ne parlent pas de capitalisme, mais je pense qu'ils en parlent en tant que système économique. Alors que je pense que moi, c'est un système économique qui est incarné par des gens et qu'il y a des capitalistes ou des bourgeois, si on veut reprendre les termes originaux du marxisme, qui exploitent la force de travail de d'autres personnes. Et je pense que cette relation sociale, ce rapport social-là, il est extrêmement important. Et ça, finalement, on n'en parle pas dans la collapsologie, mais c'est quelque chose qui est volontaire. Hein. Dès 2013, Pablo Servigne écrivait des articles où il expliquait qu'il n'était pas dans une démarche critique par rapport à la gauche traditionnelle, on va dire, parce qu'il était plutôt dans une démarche de construction positive, etc. Je pense que l'interprétation majoritaire de ce concept, finalement, assez dépolitisé d'effondrement, moi, je me fais pas trop de soucis au sens où c'est plutôt des gens qui l'interprètent d'une manière assez matérielle, on va dire, en termes d'effondrement des infrastructures. C'est d'ailleurs le terme qui prévaut dans la collapsologie, c'est civilisation thermo-industrielle. C'est pas civilisation européenne en soi. Donc il n'y a pas du tout cette dimension raciale qu'on peut imaginer, mais je pense que c'est quand même une interprétation qui existe avec un certain nombre d'auteurs d'extrême droite et puis de figures qui mobilisent ce concept d'effondrement, mais justement dans cette configuration raciale. C'est-à-dire que la civilisation européenne, dans leur tête, hein, j'imagine qu'ils pensent la race blanche, hein, va s'effondrer sous le poids écologique, mais c'est le poids écologique pas uniquement climatique et chute de la biodiversité, etc. C'est aussi l'invasion migratoire des migrants climatiques. Voilà, il y a un peu cet imaginaire-là aussi. Je pense que c'est une interprétation minoritaire, mais qui a quand même des effets importants parce que elle radicalise des gens ancrés à l'extrême droite dans une forme de survivalisme, voilà, qui armé, une vision de l'effondrement comme début d'une guerre civile et d'une lutte de tous contre tous. Ça a été quand même très médiatisé. Il y a eu quand même beaucoup de reportages, documentaires, les salons du survivalisme et compagnie. Enfin, c'est quand même quelque chose, quoi. Avec des visions aussi de ce qui se passe aux États-Unis, avec les bunkers, etc. Ce qui finalement en France, en proportion par rapport aux États-Unis, je suis pas spécialiste spécialement de ce sujet, mais c'est quand même beaucoup moins répandu. On n'a pas aussi de terroristes écofascistes, par exemple, qui est la finalité vraiment de ce survivalisme écologique d'extrême droite. Mais finalement, on peut avoir quand même des gens qui partagent ce type de lecture du monde à partir des théories de l'effondrement. Il y a un truc aussi qui est spécial dans tout ce courant collapso-effondriste, on va dire, c'est que c'est comme si sans le dire, on attend quand même l'effondrement pour pouvoir repartir de zéro. Et on en revient au populationnisme écologique, au fait qu'en fait, l'effondrement, on sait qu'il y a, on va prendre un chiffre arbitraire, la moitié de la population mondiale qui va mourir, mais pas nous, quoi. Ouais. Et donc on en revient toujours à ce truc, en fait, on est trop nombreux, et c'est un populationnisme mal assumé, finalement. C'est, il va falloir que la population mondiale soit réduite. On va attendre que ça se fasse entre guillemets naturellement, et puis nous, on sera pas touchés. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est des critiques qui ont déjà été formulées beaucoup à l'égard du concept d'effondrement.
Alors, on en arrive au gros morceau de la décroissance, qui est aussi un des concepts qui semble approprié de tous les côtés de l'échiquier politique, on va dire, même si c'est un mouvement qui est bien sûr né à gauche. Comment on en est arrivé à ce que la décroissance soit autant vidée de sa substance aujourd'hui ? Il faudrait poser plutôt la question à un historien de la décroissance spécialisé de ça. Mais moi, j'ai une tentative d'explication qui est vraiment... Au départ, on est sur un projet fondamentalement politique, socialiste, autogestionnaire surtout, et on parlait d'André Gorz juste avant. La façon dont lui conçoit la décroissance, c'est vraiment, on s'organise à une échelle collective avec un système de démocratie directe, et on regarde de quoi chacune a besoin pour vivre. Et en fait, on produit ce qu'on a besoin, mais pas ce qui est imposé par un certain nombre de dispositifs capitalistes type la publicité qui façonnent un certain nombre de besoins qui sont pas forcément nécessaires. Donc ça, c'est, je dirais, dans les années 70, 80. Donc il faut bien quand même dire, la décroissance, c'est pas que de l'économie. Ce n'est pas principalement de l'économie. Au départ, pour moi, c'est de l'économie au sens de l'allocation des ressources à chacun, à chacune, mais c'est pas quelque chose... À mon avis, c'est pas faire baisser le PIB. Ça, c'est quelque chose qui est justement arrivé après, au sens où la décroissance est de plus en plus devenue un mot d'ordre économique. Parce que, en fait, c'est facile de se centrer sur la croissance économique a des effets écologiques, donc il faut inverser la courbe. Je pense que c'est une représentation imagée assez pratique pour le mouvement pour la décroissance, et je pense que ça a eu une utilité, même toujours, je pense que c'est important d'évoquer ça. Mais ça aboutit à des conceptions de la décroissance assez globales, c'est-à-dire il faut inverser la courbe. Et on parle jamais de comment on met en œuvre cette inversion de la courbe. Est-ce que c'est par des mesures très autoritaires, gouvernementales, qui vont ressembler plutôt à une forme de récession, donc assez violente pour les plus défavorisés, ou est-ce que on essaie d'avoir une stratégie démocratique de décroissance ? Et à mon avis, c'est là-dessus que les choses se sont un petit peu diluées, je dirais. Parce qu'il existe toujours une conception fondamentalement démocratique et puis antiraciste, féministe de la décroissance. Ça, l'idée, c'est pas du tout de dire que ça n'existe plus. Mais c'est que maintenant, il y a un certain nombre d'autres registres qui ont pu émerger. Et il y a un de ces registres qui est fondamentalement réactionnaire, qui est basé sur une conception de la décroissance qui, pour le coup, n'est plus seulement économique, mais qui est aussi politique, mais dans un sens très différent que de celui originel, qui associe en gros la décroissance économique à une décroissance, je dirais, des droits sociaux, même si c'est pas comme ça que le formule l'extrême droite, mais c'est ça, c'est un projet un peu passéiste, on pourrait dire, de retour en arrière, etc. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a un certain nombre de critiques de la décroissance qui en font un projet justement passéiste, etc. Je pense que c'est faux pour la globalité du mouvement de la décroissance, mais pour une partie très particulière, en fait, c'est assez vrai. Si on regarde des critiques d'économistes libéraux, etc., de la décroissance, on retrouve assez bien finalement le projet écofasciste tel que moi je le conçois. En fait, on peut voir aussi qu'aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de gens qui parlent de décroissance, mais il y a une sorte de décroissance qui est assez compatible avec... finalement tout le système en place, quoi. C'est juste que au lieu de miser sur la croissance du PIB, on mise sur la décroissance, d'accord, mais sinon tout le reste ne change pas. En fait, c'est une décroissance qui est pas vraiment ni anticapitaliste ni rien, quoi. Ouais, ça peut faire un peu bizarre de parler de décroissance capitaliste, mais je pense que c'est une tension intéressante à analyser au sens où en fait, on imagine vraiment ce que je disais, un projet global de décroissance, mais finalement, la répartition du gâteau, on va dire ça comme ça, elle est toujours la même, quoi. C'est-à-dire, les 10% les plus riches ont toujours, je vais prendre des chiffres un peu au hasard, toujours les 3/4 des richesses, et puis les 90% se partagent le dernier quart. Et certes, il y a moins de richesses au global, mais on est toujours sur cette même répartition, 3/4, 1/4 entre les 10% les plus riches et le reste de la population. Je pense qu'il y a beaucoup de conceptions de la décroissance qui en sont à ce stade-là pour l'instant, parce que d'un point de vue scientifique, il s'agit de modélisation et des choses comme ça, c'est assez facile. Et moi, je pense que c'est une décroissance qui explique pas comment elle va être mise en œuvre, ou qui se centre sur des histoires d'indicateurs. On va dire, on va inverser les indicateurs, on compte plus en PIB, on va compter en
en bonheur, ou j'en sais rien. Voilà. Je dis pas que c'est mauvais en soi, c'est juste que l'indicateur, en fait, c'est le résultat. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on met en œuvre cette décroissance. Et c'est, à mon avis, ce qui manque dans beaucoup de discours. À mon avis, comment on le met en œuvre, c'est revenir sur la structure des inégalités sociales et sur le fait que on a des positions sociales très différentes dans la production de richesse, aussi dans tout ce qui est accès à la propriété privée, etc. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut, à mon avis, transformer si on veut avoir un projet de décroissance qui soit pas une forme de précarisation accrue des plus défavorisés. Alors là, on a fait un petit panorama de la première partie, donc qui était sur le processus de fascisation de l'écologie. Et donc là, on va parler maintenant de l'autre mouvement, qui est l'écologisation du fascisme, et qui est donc l'appropriation de la question écologique par l'extrême droite. En France, donc ça remonte à quand cette appropriation ? Moi, je dirais que c'est un processus qui est engagé depuis 40 ans. Au sein d'un courant qui s'appelle la Nouvelle Droite. Depuis les années 80. Ouais, depuis les années 80. En fait, avant, il y a vraiment un scepticisme vis-à-vis de l'écologie en général. Enfin, il y en a toujours un. Il y en a toujours un, oui. Pour les personnes qui parlent dans les médias, en tout cas. Oui, globalement, c'est un processus qui est très idéologique, l'écologisation du fascisme, qui est le fait de quelques idéologues. Mais globalement, c'est vrai que l'extrême droite est très hostile à l'écologie, toujours aujourd'hui. Donc là, plutôt fan des énergies fossiles. Voilà, fan des énergies fossiles. Il y a un très bon livre qui s'appelle Fascisme fossile du Zetkin Collectif qui décrypte ça très bien. Et je pense que c'est très vrai d'un point de vue électoral et d'un point de vue global. Et là, on en arrive à ce que je disais au début. Dans les marges de l'extrême droite, il se passe des choses, notamment autour plutôt de philosophes, d'idéologues, et notamment au sein d'une mouvance qui s'appelle la Nouvelle Droite, et donc qui est un regroupement d'intellectuels investis dans le renouvellement de la doctrine fasciste. Et c'est des gens qui se tiennent assez loin en fait de la politique électorale. C'est des gens qui ont vraiment une vision de leur activisme basée sur ce qu'eux appellent la métapolitique, c'est-à-dire influencer les valeurs. Ouais. Le gramscisme de droite. Ils appellent ça le gramscisme de droite. C'est assez intéressant et en fait ça démontre assez bien. Gramscisme de droite, ça veut dire produire des idées pour influencer le débat. C'est ça, voilà, pour les faire infuser par des dispositifs culturels. Ouais. Un exemple qui n'est pas directement lié à la Nouvelle Droite, enfin en tout cas à ma connaissance, mais qui me semble assez représentatif, c'est le Puy du Fou. Le Puy du Fou, c'est un truc, on se dit, c'est divertissant, tout ça, mais ça diffuse des valeurs réactionnaires très puissantes, et puis imagées, etc. Donc ça, c'est un exemple très parlant, mais je pense que c'est plus global dans le champ culturel. Et donc, au début, ce courant était très sceptique vis-à-vis de l'écologie dans les années 70, quand ça commençait à monter. Donc, dans ces revues, il y avait des articles sur Aujourd'hui, ils auraient écrit ça en termes écolo-bobo, quoi. C'est un peu leur vision. Ouais, c'est des gauchistes qui veulent s'intéresser à l'écologie. Et puis, dans les années 80, j'ai l'impression qu'il y a une inversion du regard sur la question écologique, sans que ce soit hyper marqué au début. Et c'est plutôt au cours des années 90 que vraiment commencer à avoir des théories que moi je désigne comme écofascistes pour le coup, qui se développent et qui s'approprient un certain nombre de thèmes qu'on a déjà évoqués, par exemple, comme la décroissance. Et là on en revient, c'est à peu près la même chose que pour le gramscisme de droite. En fait, c'est un peu leur méthode, notamment la méthode de Alain de Benoît, et c'est une méthode qui est assumée, qui est de prendre des concepts à gauche et d'en proposer une reformulation réactionnaire. Et il a fait ça pour un certain nombre de choses. La société de consommation, il a fait ça pour la décroissance. Mais est-ce que ça fait partie de la stratégie justement pour de rendre tout un peu confus, flou et voilà. Est-ce que c'est une stratégie que tu penses ou c'est plus que voilà ça l'intéresse et c'est sincère? Je pense que c'est un peu des deux. C'est difficile de se prononcer sur la sincérité, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe concrètement. Et de voir que, en fait, ces concepts-là, lui, il n'est pas obligé de se les approprier. Et finalement, ça parle pas trop à son camp. Ça parle plutôt à ses ennemis, en fait. Donc, c'est peut-être une stratégie, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui a aussi un peu prêché dans le désert, par exemple, Alain de Benoît. Si ça fait 40 ans qu'il fait ça, je pense que si c'était vraiment une stratégie, elle n'a pas trop marché pour le moment. Donc, c'est peut-être qu'il aurait abandonné. Mais
forcément qu'il y a une dimension un petit peu stratégique de semer le trouble un petit peu, et puis il n'y a pas que ça, il a participé à des revues plutôt ancrées à gauche, il fait participer des gens issus de la gauche à ces revues. Mais quand même, voilà. Parce que là, aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de zones floues, d'ambiguïté, d'ambivalence sur des concepts, des notions, qui donc nourrissent ce terrain écofasciste, on va dire. Mais il y a aussi le problème qu'il y a plein de gens, des penseurs ou des politiciens, politiciennes, qui sont, on ne sait pas où les mettre en fait, parce qu'ils passent, on dirait, d'un bord à l'autre, et ça participe quand même à la confusion générale. Enfin, si on fait pas super attention à ce qu'on écoute, ce qu'on lit, etc., parfois on ne sait pas en fait où sont placés idéologiquement les gens. Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Alors, sur des gens comme Alain de Benoît, etc., là, ce qui me semble assez clair, c'est des gens qui viennent vraiment du mouvement fasciste. Alain de Benoît, c'était une petite frappe quand il était étudiant. Lui, oui. Voilà. Et donc, par exemple, pour lui, ça c'est clair. Mais comme tu dis, il y a un certain nombre de gens, en fait, on ne sait pas trop parce qu'ils mobilisent des arguments qui paraissent de bon sens. Il y a beaucoup. En fait, l'écofascisme, à mon avis, se base sur des choses, des conceptions assez courantes de la nature, du territoire, etc., qui peuvent convaincre des gens qui ne sont pas forcément réactionnaires. Issus de l'extrême droite à la base, ouais. Et donc, ça fait... En fait, je pense que l'écologie apparaît comme une nouvelle porte d'entrée vers le fascisme pour tout un tas de gens qui n'étaient pas issus. Donc, c'est ça un peu les deux processus pour moi, et c'est là qu'ils se croisent, en fait. Et que il faut les analyser ensemble. C'est de montrer que l'écologie peut être une nouvelle porte d'entrée. Je pense que l'idée de la porte, elle est assez intéressante. C'est-à-dire qu'il y a... faut voir un peu ça comme un seuil. Hein. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont dans des ambiguïtés, des conceptions un peu non discutées, non précisées de l'écologie, qui sont sur le seuil de la porte. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent là. Finalement, les gens qui passent la porte sont assez peu nombreux, mais il y en a quand même. Voilà. Mais enfin, en tout cas, ça dépend de ce que tu veux dire par passer la porte, qui vont ouvertement du côté de l'extrême droite, mais il n'y a pas forcément besoin de faire ce pas-là pour que ce soit problématique, parce que, par exemple, on peut peut-être parler maintenant du Covid et de toute la période de la pandémie, là. Cette période de la pandémie, elle a donné lieu, enfin maintenant ça paraît un peu loin, mais c'est vrai que au début tout le monde était là, la nature reprend ses droits, machin, puis la nature, ça veut dire tout et rien. La nature, ça veut dire aussi bien les mécanismes biologiques du corps humain que de la faune et la flore. Et donc là, pendant la pandémie, surtout au début, on a vu fleurir des analyses qui étaient non seulement confuses, mais qui ouvraient la voie à des discours problématiques, on va dire. Oui. Moi, je pense vraiment que la pandémie est un moment de fascisation de l'écologie. Il y a un certain nombre de choses. Tu as parlé de conception de la nature. Je pense que c'est un ressort très puissant de l'écofascisme aujourd'hui, au sens où, justement, des gens pourtant engagés, écologistes engagés depuis longtemps, ancrés à gauche, etc., ils ont une vision de la nature comme un ensemble de lois qu'on ne peut pas dépasser, etc., et des lois qui sont assez violentes, implacables. Ou soit la nature, elle est merveilleuse, machin, soit c'est très romantique, soit c'est la nature a ses lois, elle fait sa loi, et puis... Oui, et de manière implacable, en fait. Et c'est ça qui est important. Et donc, tous les discours eugénistes qu'on a pu voir fleurir même à gauche, et en fait, à mon avis, ils se fondent beaucoup sur cette conception de la nature. Comment, plus généralement, dans l'écofascisme, cette notion de nature est utilisée pour justifier l'organisation sociale du monde, et puis l'idée vraiment de limites qu'il faudrait respecter? Déjà, il y a une caractéristique commune entre l'écofascisme et les doctrines réactionnaires classiques, qui est on l'a dit un tout petit peu au début, il faudrait que la société soit organisée selon un ordre jugé naturel. Ordre jugé naturel, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire une organisation patriarcale, une organisation raciste, parce que dans la nature, il y aurait des différences essentielles entre les hommes et les femmes, ou des différences entre les blancs et les personnes racisées. Ça, à mon avis, c'est pas une spécificité de l'écofascisme en soi. Ça, c'est un usage assez métaphorique de la nature, qu'on retrouve en fait de manière très générale. Métaphorique au sens où l'idée de nature, elle
elle est pas prise au sérieux. Enfin, elle est prise au sérieux l'idée nature, mais la nature en soi, en tant qu'ensemble extérieur, ensemble de lois, etc. C'est surtout pour fonder un ordre social particulier qu'elle est utilisée. Il y a une différence chez les écofascistes avec ce que moi j'appelle le retournement de cette métaphore naturelle, au sens où l'idée c'est de figer l'ordre social, mais si cet ordre social il vient de la nature, alors il suffit pas de conserver l'ordre social en soi, il faut aussi conserver la nature dont il est issu. Donc il y a un peu un bouclage entre la nature originelle dont sont issues les sociétés humaines et dont sont issues les hiérarchies sociales. Et en fait, il faut préserver l'ensemble du cycle et l'équilibre de ce cycle entre l'environnement et la société. Voilà. Donc c'est vraiment une conception générale des rapports entre les sociétés et leurs environnements, a vraiment tout d'une théorie écologiste, au sens où il y a vraiment une vision il faut transformer l'organisation de la société pour répondre à une conception très particulière qui préserve un équilibre vis-à-vis de la planète globale, même si, pour le coup, on parle moins de planète, on parle plutôt d'échelle locale chez les écofascistes. Mais c'est quand même une vision du monde générale. Ouais. Et comment entre en compte la notion d'enracinement dans tout ça ? Ouais, la notion d'enracinement, à mon avis, c'est la conception. Elle caractérise assez bien la conception du territoire des écofascistes. L'enracinement, c'est un thème qu'on retrouve déjà dans la doctrine nazie, etc. C'est vraiment l'idée d'un lien entre un individu ou alors des groupes humains et le sol qui les ont vus naître. C'est quelque chose qui fige beaucoup le rapport entre un humain et son sol, entre guillemets. Globalement, c'est quelque chose qu'on retrouve au-delà de l'écologie d'extrême droite. Si on écoute quelqu'un comme Éric Zemmour, il va parler de la culture française qui est enracinée. Donc, on revient dans ce que je disais, qui est dans un rapport plutôt métaphorique à cette question de l'enracinement. Alors que pour les écofascistes, il y a vraiment un lien biologique, en fait, quasi biologique, entre les humains issus d'un territoire et ce territoire. Et du coup, ça fige, en fait. C'est-à-dire que si jamais il y a des humains qui arrivent d'un autre territoire, ils sont considérés comme déracinés, ils sont considérés comme arrivant dans un nouvel écosystème local et ils vont perturber cet écosystème. Le côté parasite, quoi. Voilà, il y a vraiment le côté parasite. Mais c'est une conception du fonctionnement des écosystèmes assez datée. On parlait en termes d'espèces invasives, etc. Et c'est des choses qui ont été appliquées au groupe humain et de manière, assez facilement appropriable par l'extrême droite, parce qu'il y a toute cette question justement des espèces invasives, et donc en fait on peut par là justifier un discours anti-immigrationniste le plus raciste qui soit. Voilà, donc le concept d'enracinement, à mon avis, il illustre très bien ce rapport identitaire au territoire que l'extrême droite a pu investir assez facilement. Je précise que le concept d'enracinement en géographie, qui est donc la discipline, la spécialiste de la question du territoire, c'est un terme qui apparaît jamais en fait, qui apparaît uniquement lorsqu'il s'agit de discuter le rapport au territoire de doctrine réactionnaire. Ouais. En général, comme en géographie on considère le territoire, on considère comme une appropriation à la fois par des groupes et par des individus, et donc c'est l'espace dans lequel vivent ces groupes et individus, et ils se l'approprient selon un certain nombre de manières. Il y a aussi des conditions naturelles à appréhender, il y a un certain nombre de choses qui participent à cette appropriation. Mais on n'est pas du tout sur un enracinement, un lien entre un territoire et les individus. Et puis, du coup, si jamais les individus quittent leur territoire d'origine, et surtout de façon volontaire, il n'y a pas de déracinement au sens d'un arrachement à son sol des humains. Voilà, ça peut y avoir ça si, en termes de déplacement de population, etc., sous un pouvoir colonial, des choses comme ça. Mais tel que le conçoivent les écofascistes, dans un pays où ils sont majoritaires, ils sont dans un pays structurellement nationaliste, en fait, il n'y a pas du tout ce déracinement que eux revendiquent pourtant. Donc on a parlé de la nouvelle droite qui a produit pas mal de théories sur l'écofascisme. Il y a un autre courant qui est important, c'est l'écologie intégrale. Donc autant la nouvelle droite, c'est vraiment un courant qui est raciste, homophobe et réactionnaire. L'écologie intégrale, c'est un peu différent. Ouais, c'est un petit peu différent. Alors déjà, on va revenir sur l'écologie intégrale à l'échelle mondiale. C'est
une doctrine qui a été popularisée par le pape François en 2015 dans une encyclique, donc une lettre à tous les évêques du monde, dans laquelle il explique qu'il faut traiter conjointement les questions sociales et environnementales, globalement. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Dans certains pays, il y a des appropriations progressistes de ça. Je pense à l'Amérique du Sud, aux Philippines aussi. J'ai un camarade qui m'a pas mal parlé de ça. Et en France, ça arrive en fait au moment de la manif pour tous, où il y a déjà un certain nombre d'argumentaires basés sur l'idée de nature qui se sont développés. Et il y a au sein de la manif pour tous des franges particulièrement radicales qui défendent ce qu'ils appellent l'écologie humaine, qui est donc le fait de respecter la nature humaine. Respecter la nature humaine, ça veut dire respecter la différence biologique entre les sexes, ça veut dire respecter l'hétérosexualité jugée naturelle, etc. Donc ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel est contre nature. Donc. Voilà. Et là, pour l'instant, c'est pas vraiment écologique en soi. C'est vraiment, encore une fois, pour légitimer un ordre social, patriarcal. Oui, c'est pas écologique, mais le pont avec l'écologie est quand même facilement... Et en fait, il est fait rapidement. Et puis, c'est à ce moment-là qu'arrive le concept d'écologie intégrale tel qu'il arrive par le pape François. Et en France, donc, il y a un verrouillage réactionnaire par des gens issus de la Manif pour tous de ce concept d'écologie intégrale, notamment à travers une revue qui s'appelle la revue Limite, qui est fondée par des anciens membres des Veilleurs, qui est en gros une organisation satellite de la Manif pour tous, particulièrement radicale. Et donc, c'est une revue, et là, le parallèle avec la Nouvelle Droite est intéressant. C'est pas une revue issue de la Nouvelle Droite, mais c'est une revue qui reprend un certain nombre de ces stratégies. Des stratégies de confusion, tu parlais de confusion tout à l'heure. Je pense que c'est intéressant, parce que c'est une revue, finalement, il y a assez peu de questions sur l'avortement, sur la pilule, sur la PMA, qui sont pourtant des choses que rejette, c'est vraiment le cheval de bataille de ce courant-là. Finalement, il y a plein d'articles sur le foot, sur le cinéma, choses comme ça, où justement, il s'agit de diffuser un certain nombre de valeurs réactionnaires sur les questions de droits reproductifs ou de sexualité. C'est comme ça que ces revues prospèrent, à mon avis. Donc là, on a une stratégie de confusion et de métapolitique, d'influencer par la culture les valeurs au sein d'une société. C'est pas mal sur la notion de modernité, de progrès, de technique. Ouais, voilà. Globalement, il faudrait rejeter la modernité. La société moderne, dans sa globalité, serait décadente. Je mets des guillemets à décadente. C'est un peu le terme utilisé, au sens où on serait allé trop loin dans l'égalitarisme. Alors, l'égalitarisme, ça peut être sur le plan du genre ou sur le plan racial aussi. À mon avis, c'est beaucoup autour... Enfin, c'est à travers des dispositifs culturels comme ça que se déploient ces valeurs. Ouais. Mais finalement, quand on regarde, il y a assez peu d'articles qui sont centrés vraiment sur ces questions-là. Voilà, c'est plus diffus. Mais c'est volontairement plus diffus. Et c'est là que ça devient dangereux. Et toujours sur la confusion, il y a aussi un certain nombre d'intellectuels ou de journalistes de gauche qui participent à cette revue Limite et qui servent un petit peu de caution, à mon avis, à cette revue... dans sa diffusion de valeurs réactionnaires, parce que justement ils entretiennent cette confusion. Mais regardez, on a quand même des points communs. Ils le savent en plus. Enfin, pourquoi ils font ça ? Bon, il y a plusieurs raisons. Il y en a qui mettent en avant le fait que la revue Limite aurait changé, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes assez connues. Je pense par exemple à Eugénie Bastier, qui est journaliste au Figaro, qui était aussi chez Limite, qui est partie. Et selon certaines personnes de Limite, les membres les plus réactionnaires de la revue seraient partis. Bon, en réalité, on voit qu'il y a un certain nombre de gens qui sont encore là. Par exemple, Gauthier Besse et sa compagne Marianne Durano. Lui est directeur adjoint de la revue. Elle est rédactrice. Qui sont vraiment des gens issus de la Manif pour tous. Elle a écrit un livre antiféministe, je crois que c'est en 2018, dans lequel elle renouvelle encore ses positions fondamentalement. Il n'y a pas de doute sur la nature. Non, il n'y a pas vraiment de doute en fait. Alors certes, il y a des gens, des fois on se demande en fait ce qu'ils font là. Et en fait, il y a aussi toute cette branche réactionnaire qui est encore là. Donc certes, il y a quelques figures qui sont peut-être parties, mais globalement en fait, leur rapport essentialiste à l'écologie, à mon avis, reste toujours très présent dans cette revue. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à collectivement lever les ambiguïtés sur toutes ces notions et à arrêter de nourrir la fascisation de l'écologie, puisque en fait énormément de gens écolos ne veulent même pas reconnaître qu'il y a vraiment ce problème.
Déjà, comme tu l'as dit, on peut agir surtout sur la fascisation de l'écologie, parce que l'écologisation du fascisme, c'est un processus qui est interne à l'extrême droite, et on peut pas agir à moins d'être sur la même d'extrême droite. Ouais. Si, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, mais c'est en gros entraver matériellement le mouvement écofasciste, enfin le mouvement naissant écofasciste, qui est interdire des conférences, choses comme ça, mais on peut pas les interdire de complètement. penser. Voilà, Ouais. c'est ça le problème. Et donc finalement, c'est des stratégies de lutte antifascistes assez classiques. Et comme tu disais, c'est surtout sur la fascisation de l'écologie qu'on peut agir, parce que c'est des choses qui sont internes au camp écologiste. Et, Il y a déjà beaucoup à faire. Voilà, il y a beaucoup à faire, et puis on a beaucoup plus de prise dessus, avec des camarades qui défendent des positions vraiment ambiguës, qui veulent pas les remettre en question, etc. Et on arrive à ce que tu disais, il y a beaucoup de gens qui veulent pas voir qu'il y a des ambiguïtés. Bon, c'est un peu difficile de les convaincre en soi. Moi, je sais, l'introduction du livre, elle s'appelle volontairement « L'écologie n'est pas naturellement de gauche ». Parce que je pense qu'en fait, il y a un peu une confusion entre le fait que l'écologie serait intrinsèquement de gauche, alors que pour moi, elle n'est pas intrinsèquement de gauche, elle est historiquement de gauche. Donc, pour l'instant, l'écologie politique en France a pris une forme essentiellement ancrée à gauche, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir d'autres appropriations. Essayer de convaincre les gens qui y croient pas qu'il y a une forme d'écologie d'extrême droite qui se développe, etc., je pense que c'est un peu compliqué. Moi, je m'inscris dans un mouvement bien plus vaste que moi, qui est celui de la clarification du discours écologique, qui existe déjà sur certaines formes de fascisation de l'écologie. Je pense, par exemple, tu citais la pandémie tout à l'heure, il y a un collectif militant qui s'appelle le collectif Cabriole, qui, à mon avis, est très intéressant sur la pandémie comme moment de fascisation de l'écologie. Ils font un travail, ils produisent des textes, ils traduisent des textes aussi plutôt issus des États-Unis, où la gauche a un rapport beaucoup plus clair à la question sanitaire. À mon avis, ça c'est un travail collectif de clarification du discours qui est vraiment salutaire, qui existe sur d'autres questions. Je pense à la décroissance, notamment le journal La Décroissance. Ça fait un moment maintenant que au sein de la gauche et de l'extrême gauche, ce journal est perçu comme tenant très très fréquemment des positions réactionnaires. D'ailleurs, il a détesté le livre. Ça révèle aussi leur rapport au fait de devoir clarifier le discours. Ils sont assez hostiles à ça. Bon, je pense qu'on ne peut pas dépasser l'arrogance consistant à penser que l'écologie est intrinsèquement de gauche. Par contre, je pense que ce travail de clarification, on peut déjà le faire. Et puis, le fait de le visibiliser, etc., peut-être que ça va auprès de ces personnes leur montrer, en fait, s'il y avait un problème. Parce que pour l'instant, elles s'y intéressent pas, en fait, elles laissent de côté. Mais si on apporte déjà une solution finalisée de type, voilà, on pense qu'il faut telle conception de l'écologie un peu plus précise que ce qu'on avait avant, qui se démarque de telle autre qui pourrait se développer si on clarifiait pas notre discours. Ouais. Je pense que c'est peut-être une manière de faire. Donc, c'est développer une conception émancipatrice de l'écologie, la préciser, aller toujours plus loin, d'autant plus que le risque écofasciste se déploie. Et c'est à mon avis, c'est là qu'il y a quelque chose d'important, c'est que dans les années 70, par exemple, il y a un certain nombre de concepts qui ont été posés par les écologistes, qui étaient ambivalents, mais qui n'étaient pas forcément autant qu'aujourd'hui, au sens où il n'y avait pas de débouché. Et c'est pour ça qu'à mon avis, les deux processus de fascisation de l'écologie et d'écologisation du fascisme, ils sont intéressants à penser ensemble. C'est parce qu'il y a un débouché écofasciste vraiment créé à l'extrême droite que les formes de fascisation de l'écologie, le fait de pas clarifier certaines ambiguïtés est dangereux, parce qu'il y a un réceptacle en fait à ces sorties de route, on va dire. Voilà. Toi, tu dis dans le livre que pour éviter ce piège que pourrait être l'écofascisme, enfin qu'il est, il faudrait qu'on revienne à la conception vraiment socialiste de la décroissance. Ouais, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que on a une décroissance sans contenu à l'heure actuelle, une décroissance très globale, et ce qui importe à mon sens, c'est vraiment de revenir à une définition démocratique de ce que chacune a besoin pour vivre, de manière à ne pas imposer un mode de vie ou quoi que ce soit, mais continuer à le construire de manière démocratique. Et surtout, ça c'est en abolissant en fait, j'allais dire les inégalités, mais c'est un terme qui est finalement pas assez fort, c'est la structure de classe de la société, et le fait qu'on a des positions sociales qui se antagonistes, on a des intérêts antagonistes. Si on abolit la structure de classe et donc l'exploitation des capitalistes, de la classe propriétaire sur les travailleurs qui ne possèdent pas leur outil de travail, en fait on n'y arrivera pas. À mon avis, c'est un impératif de faire ça, parce que sinon on entre seulement dans une forme de récession où ceux qui sont déjà propriétaires en fait auront
des choses à faire fructifier, et le reste, en fait, vont juste voir leur salaire, etc., décroître. Et à mon avis, c'est absolument pas ça qu'il faut. Ok, bon ben, on va essayer d'abolir les classes alors. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.